On fait-tu un 10 minutes test ou il compte? Non, okay. on le compte quand même, sinon quelle perte on fait des vraies affaires. On fait des vraies affaires, c'est très sérieux ici. Donc, ce matin, on a reçu une question, c'est une première, c'est bizarre, peux-tu l'adresser? Oui, c'est ça, je vais l'adresser quand même, je t'ai même pas présenté, mais quelle mauvaise hôte je suis. Fait que oui, une première, on a décidé de faire une série de quelques épisodes de podcast filmés, puis là, ben, ce beau visage devant moi, c'est Andrea. Andrea, vous avez entendu un peu son nom, elle travaille avec moi à la clinique, elle fait des suivis, fait que là, on s'est dit, ben, on va faire ça en équipe, on va se filmer, ça va être dynamique. Fait qu'en tout cas, j'espère... C'est mieux d'être bon. Oui, c'est gênant, mais ça va être bon. Pas du tout de pression. Fait que c'est ça. Ben, Andrea, si tu veux, ben, tu peux te présenter un peu si tu veux. D'accord. Quand même. Ben, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans les écoles, dans les CPE aussi. Oh là, on dirait que je sais pas où regarder. Oui, c'est ça, c'est bizarre, hein, les deux, c'est pas grave. OK, bon, alors... Bon, OK, fait que là, t'es une éducatrice spécialisée, oui, toi? Oui, je suis une éducatrice spécialisée. J'ai travaillé en milieu scolaire, j'ai travaillé en CPE aussi, je suis à mon compte depuis quelques années, et là, ben, nouvellement associée à toi. Oui! Très contente aussi de faire partie de ton équipe. Ça me fait du bien de travailler avec toi, ça me donne des nouvelles idées, ça me motive, c'est vraiment cool, je suis vraiment contente de t'avoir dans l'équipe. Fait que là, aujourd'hui, ben, on s'est dit qu'on allait partir d'une question, mais qu'on va parler d'un très gros sujet, très large sujet, on pourrait en parler pendant des jours, des mois, c'est l'attachement. Donc, on va survoler ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Mais avant, c'est ça, je vais lire la question, puis on va partir de ça. Du 3 au 30 avril, pour chaque produit Mustela acheté chez Family Prix, Mustela va donner 3 $ à la Fondation Opération Enfant Soleil. Les produits Mustela, c'est des produits chouchous, des produits coup de cœur qu'on utilise depuis que mes enfants sont petits. C'est des produits qui sont naturels, qui sont super sécuritaires pour la peau des bébés. Vous pouvez les utiliser dès la naissance. C'est des produits qui sentent le ciel. À chaque fois que je sens l'odeur de Mustela, ça me rappelle des souvenirs vraiment magiques de mes enfants quand ils sortaient du bain, quand ils étaient bébés. On aime particulièrement la nouvelle gamme à l'avocat. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre petit tour chez Family Prix pour vous procurer vos petits chouchous de Mustela et, par le fait même, offrir 3 $ par produit vendu à Opération Enfant Soleil. Bonjour Mélanie, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur mon lien avec mon fils de 5 ans. J'ai l'impression qu'il est en opposition constante avec moi, il refuse de collaborer, n'écoute presque jamais du premier coup et pire encore, il me regarde droit dans les yeux en faisant exactement le contraire de ce que je viens de lui demander. Ça, vous êtes sûrement plusieurs, les parents, à vivre ce genre de choses-là. C'est le genre de sujet qu'on reçoit souvent en clinique. Qu'on aborde quelques fois par semaine. Oui, c'est ça. Donc, parfois, j'ai même l'impression qu'il me provoque volontairement. Je me demande si c'est un signe que nous n'avons pas de lien d'attachement. Est-ce que j'ai manqué quelque chose dans les premières années? Est-ce que ça peut expliquer son comportement? Et surtout, est-ce qu'il est trop tard pour réparer ou renforcer ce lien? Merci d'avance pour ton éclairage, qui va être un éclairage à deux aujourd'hui. Puis, tu sais, avant de commencer, là, c'est sûr que à brûle pour point comme ça, une petite, je sais pas si ça se dit comme expression. Oui, je trouve que c'est parfait approprié. À brûle pour point, c'est pas le genre de, tu sais, c'est pas le genre de question qu'on peut dire comme ah oui, c'est ça le problème, c'est ton lieu d'attachement. Mais moi souvent ce que je dis aux parents en accompagnement, c'est que je suis là pour lancer des hypothèses, mais après c'est eux qui connaissent le mieux leur réalité puis leur enfant, fait que c'est à eux de voir quelle hypothèse fait du sens. Oui. Pour eux, mais c'est ça. Nous, on éclaire un petit peu des sentiers, puis après ça, on décide où est-ce qu'on s'en va. Puis là, c'est sûr qu'on va pouvoir faire ça un petit peu, tu sais, aller dans les hypothèses, puis essayer de trouver des petites pistes de solutions. Effectivement, le parent va être le meilleur placé pour juger de ça. Mais c'est sûr que nous, quand on fait de l'accompagnement, on pose beaucoup de questions. Tu sais, on va creuser un peu pour voir, tu sais,
on est-tu sur la bonne piste ou on n'est pas, c'est pas du tout ça le défi finalement, chose qu'on pourra pas faire aujourd'hui parce qu'évidemment, j'ai pas la maman avec moi pour faire le questionnement, mais quand même, et aussi, on garde en tête que chaque enfant est différent, donc ça veut pas dire que cette situation-là, que cette maman-là vit est la même pour tout le monde, fait qu'on garde ça en tête, donc... mais là, moi, il y a quelque chose qui m'a accroché dans le message, c'est quand elle a dit « Je me demande si c'est un signe que nous n'avons pas de lien d'attachement. » Puis là, on avait envie de vraiment mettre un peu ça au clair, là. Ça se peut pas de pas avoir de lien d'attachement. C'est quelque chose qui se passe naturellement entre l'enfant et son parent. Et après ça, c'est la qualité du lien qui va être importante ou qui va, par exemple, si l'enfant vit de la négligence ou de la violence ou de l'abus, là, c'est sûr que ça va venir, affecter le lien d'attachement. Si la maman est pas disponible parce que, par exemple, elle est dans une dépression postpartum, puis elle n'est pas là, ça aussi, c'est sûr que dans les premiers mois de vie, première semaine de vie, ça va affecter le lien d'attachement, mais ne pas avoir de lien d'attachement, c'est ça. Puis ce que j'aime expliquer aussi, c'est que le bébé humain, c'est un petit être qui est très vulnérable, tu sais, qui peut rien faire par lui-même, il peut pas se déplacer, il peut pas se nourrir, il peut pas répondre à ses besoins. Donc ça, il le sait, puis le cerveau est programmé justement pour aller créer le lien d'attachement avec le parent pour survivre. C'est vraiment un réflexe de survie finalement, d'aller créer son lien d'attachement. Et oui. Peu importe quel lien d'attachement, mais il va aller en créer un. Dans le fond, peu importe c'est qui l'adulte qui est là, il a besoin de ça, parce qu'effectivement, c'est pas comme un animal dans la nature qui, à la limite, pourrait peut-être survivre. Se sauver après quelques heures, quelques jours, des fois, mais pas le bébé. Mais non, le bébé peut pas faire ça. Fait que c'est sûr que oui, le lien d'attachement se développe dès les premières heures de vie, et même avant, on a le goût de dire. Oui. Déjà, dans le ventre de la maman, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. En tout cas, qu'on peut faire pour aller développer un petit peu le lien d'attachement. Tu sais, je pense au collier, par exemple, avec... pas bola, c'est pas ça? Je sais pas comment ça s'appelle, ils font du bruit, là. Ça m'a fait peur. Je sais pas si c'est bola. Parce que moi, mon beau-père appelle, puis là, mes filles trouvent ça bien drôle. Les poils de bola, c'est en tout cas, des poils de poche. Fait que là, je suis pas sûre, là, que c'est la boule, ça s'appelle un bola. Mais je sais de quoi tu parles, j'en ai un. J'irai chercher c'est quoi le terme exact. Fait que le petit collier qui fait du bruit, qui ressemble effectivement à un testicule, en fait. Ça pourrait! C'est ça, un bola. Mais bref, ça vient comme créer un lien entre la maman et le bébé parce qu'on peut communiquer d'une certaine façon avec lui, puis ça devient quelque chose de rassurant pour lui d'entendre ce bruit-là, donc ça crée un petit attachement sécurisant déjà à travers le bedon. Dans le fond, l'attachement aussi peut se passer à travers plusieurs sens, tu sais. Quand on veut, avec notre bébé, créer un fil de continuité, fait que là, tu sais, la voix de la maman, après ça, le son du petit bola, le mouvement, des choses qui sont rassurantes, mais après ça, quand le bébé est né, il y a encore la voix, il y a les odeurs qui demeurent, après ça, le toucher qui est super important, fait que tous ces sens-là sont importants pour créer un fil continu, même si le bébé, il est pas constamment collé sur sa maman, tu sais, il y a quand même un fil qui est là pour nourrir ce lien d'attachement-là. J'ajoute aussi souvent que le cerveau de l'humain ou du bébé, c'est comme un peu si c'était un statisticien. Statisticien? C'est dur à dire. Quelqu'un qui fait des statistiques. Fait que, tu sais, le but, c'est pas non plus de répondre à ses besoins 100% du temps de la meilleure façon possible, mais que dans nos statistiques, ça arrive le plus souvent de la bonne façon. Fait que c'est ça qui vient créer comme la sécurité autour du bébé. Parce que si dans nos statistiques, par exemple, on est 50-50, des fois on répond de façon explosive, d'autres fois on est très calme, ou des fois maman répond d'une façon, papa répond d'une autre, ça peut créer de l'ambivalence. Fait que mettez-vous pas la pression d'être 100% parfait absolument, mais essayez de voir un peu dans vos statistiques qu'est-ce qui peut devenir la réalité de l'enfant puis être le plus routinier possible. Un peu de s'auto-observer, mais jamais viser la perfection. De toute façon, quand on vise la perfection, c'est pas naturel, on se met trop de pression, on devient stressé, puis là, ça affecte le lien. Oui, exactement, ça fait complètement l'effet inverse, c'est absolument contre-productif. Mais là, mettons, qu'on vient à la base, pour quelqu'un qui sait, là, hey, l'attachement, c'est important, tu sais, on l'entend tout le temps, là, c'est la base, l'attachement, mais concrètement,
c'est quoi l'attachement? Tu sais, t'as une super belle analogie que j'aimerais que tu nous présentes aujourd'hui parce que je pense que ça va imager beaucoup puis ça va illustrer c'est quoi le lien d'attachement. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment... on dirait que c'est comme ça que j'ai vraiment compris c'était quoi, mais malheureusement, ça vient pas de moi. Hein. Ça vient de... Là, je sais pas si je dis son nom comme il faut, mais Daniel Siegel. Oui, c'est bon. Ben, je peux le présenter tout de suite. Oui. Dans le fond, c'est le livre L'attachement de Daniel Siegel. Et il illustre l'attachement comme un porte-avions. Fait que dans mes suivis, je fais tout le temps ça. Là, je reste de même longtemps. Mais un porte-avions, donc les bateaux qui s'occupent de ravitailler les avions en mer. Puis le bébé, l'enfant, c'est comme le petit avion qui vient justement se ravitailler. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un parent qui est solide, un porte-avions qui est là parce que quand le petit avion s'en va explorer, ben ce qu'on veut, c'est que le porte-avions reste là. Donc, on explore. À un moment donné, on manque de gaz, donc on vient se ravitailler. Mais là, si on part explorer, puis le porte-avions va faire quelque chose, va vivre sa vie, mais que nous, on est en train de manquer de gaz et que là, on veut revenir se ravitailler, le porte-avions n'est pas là, ben ce que ça fait, c'est que quand on va le retrouver puis on va enfin se ravitailler, ben on voudra plus repartir parce que là, on a vécu un grand stress. Si on n'a plus de gaz, on crash, hein? On tombe dans l'océan, puis on est mal pris. Fait que après, ben ça peut créer que l'enfant, il voudra plus partir loin de son parent. Finalement, il va rester très proche. Mais ça illustre un peu le fait qu'on a besoin d'une base solide, d'un parent qui est là, qui répond aux besoins. Mais par contre, qui va pas être au devant non plus, qui va laisser l'enfant aller vivre ses expériences, puis revenir se ravitailler, puis repartir, puis revenir. Mais si on est toujours à le suivre aussi, puis à dire « T'es sûr que tu manques pas de gaz? Puis t'es sûr que t'es correct? » Ben là, on est en train un peu de surprotéger, finalement. Fait qu'on veut être un porte-avions qui est là, qui est sécurisant, que l'enfant peut savoir qu'il peut toujours revenir, finalement, se ravitailler, quand il y a besoin. Des fois, on peut être un peu au-devant des besoins aussi. Ça permet à l'enfant de s'envoler plus loin quand on remplit son réservoir d'essence, finalement, avant même qu'il le demande. Ça peut lui permettre d'aller explorer plus loin, mais voyez-vous comme des porte-avions à partir de maintenant. Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, tu sais, on veut pas être un parent hélicoptère parce que quand on fait ça puis qu'on survole notre enfant, c'est un peu lui envoyer le message que, ben, je te fais pas assez confiance pour que toi, tu puisses le faire par toi-même, puis que le parent, il est beaucoup au-devant, puis ça pourrait créer d'autres problématiques un peu plus tard. Ouais. Fait que là, si, mettons, on revient à notre question de la maman qui dit « Il me provoque, je lui donne une consigne, il me regarde dans les yeux, puis il fait complètement l'inverse. » Ben, on dirait que pour moi, je sais pas toi, on dirait que pour moi, je suis un peu dans comme l'enfant, justement, qui est... Je pense pas que l'objectif de l'enfant, c'est de provoquer puis de faire suer son parent puis de faire comme « Ha ha ha, je t'écoute pas! » Tu sais, il y a toujours un besoin un peu derrière ça, puis je pense qu'il y a un peu de genre « Hey! » Tu sais, tu m'aimes-tu? Je suis-tu là? Est-ce que tu es capable de me prendre en charge? Puis, ou aussi, tu sais, j'aimerais ça que tu me regardes puis que tu remplisses mon petit réservoir d'essence que tu as parlé tantôt avec le porte-avions, parce que c'est rare qu'un enfant va être dans la provocation sans qu'il y ait d'autres juste comme ça, tu sais. Ouais. C'est rare les troubles d'opposition avec provocation à 5 ans, sans aucune explication autre que l'enfant qui essaye d'exprimer quelque chose, tu sais, finalement. Fait que dans le fond, la maman qui demande « Mon enfant me provoque volontairement », ben oui, ouais. Mais inconsciemment. Inconsciemment, c'est ça. Dans sa tête, il est pas comme « je vais la Puis on n'est pas dans la provocation de façon mal intentionnée. Non. On est vraiment dans comme « je vais provoquer une réaction chez ma mère pour aller chercher un gain », mais c'est fait de façon négative. Fait que moi, ce que j'ai besoin, c'est que mon parent me voit, m'entend, me regarde, connecte avec moi. Puis après ça, le moyen que j'utilise, c'est juste super maladroit pour le faire de façon le plus naturelle, parce que lui, il va pas dire « Maman, j'aimerais bien que tu me dises que tu m'aimes, que tu vas toujours être là pour moi, et que là, tu viennes jouer avec moi au camion, s'il vous plaît. » Pour remplir mon réservoir. Oui, c'est ça, c'est pas le même. Le cerveau est comme bien fait et mal fait aussi à certains moments parce que, tu sais, tantôt on disait c'est un cerveau qui est statisticien, donc ce qui arrive le plus souvent, ça devient la réalité, la routine de l'enfant. Fait que si lui, il a appris, je mets ça entre guillemets, là, mais appris que pour aller chercher son besoin de connexion, aller remplir son réservoir, faut qu'il fasse des mauvais comportements, ben il va être plus sécurisé là-dedans, d'en faire ce qu'il connaît, qui est pas agréable pour personne, mais c'est sécurisant pour lui de continuer ça plutôt que de passer par un autre comportement qu'il n'a pas nécessairement appris encore entre guillemets, là.
Fait que c'est d'aller casser un petit peu cette... Bon, je dis casser, faudrait pas dire casser, là, mais casser cette roue-là, pas l'enfant. Pas casser l'enfant, mais tu sais, casser le pattern, si on veut. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais parce que il y a besoin de le remplir, là, son réservoir d'essence. S'il le remplit pas, il tombe, là. Il crash dans l'eau, ça marche pas, il survit pas. Fait qu'il n'y a pas le choix d'aller d'une façon ou d'une autre, effectivement. Ouais. Mais il faut le parent soit un peu, tu sais, il y a une job de pas de détective, mais d'être plus observateur, d'un peu essayer d'aller mieux comprendre qu'est-ce qu'il essaie de... Puis effectivement, d'enseigner à notre enfant de le faire d'une façon différente. Mais pour ça, encore faut-il que le parent remplisse ce réservoir-là. Tu sais, tantôt, tu l'as dit un petit peu en intro, de manière préventive. Tu sais, t'as dit, c'est le fun quand on peut être au-devant de... Mais pour être au-devant de, il faut pas attendre ces manifestations de comportement-là. Non, parce que souvent, quand on attend ce moment-là, ben là, le parent, il est comme « là, il y a un trigger, là, ça me gosse. » Puis là, c'est difficile de rester patient, d'être comme « Ah oui, mon petit loup. » Je t'aime inconditionnellement, j'ai le goût de remplir ton réservoir. Exactement. En ce moment, c'est pas ça. Là. Moi, je te demande là, d'aller mettre tes souliers ou d'arrêter de sauter sur le divan. Puis là, tu le fais pas, puis tu continues à sauter sur le divan en me regardant. Puis là, ça m'énerve, là. C'est les chances que le parent soit comme « Ah! Ben oui, mon enfant, il me provoque parce que là, il veut me dire qu'il a besoin d'attention puis il veut que je le valide puis qu'il se sente plus sécurisé. » C'est peu probable que ça arrive comme ça. Mais d'où l'importance des fois de se créer un petit mantra comme parent qui nous rappelle que ben ces comportements-là d'opposition, c'est un message, c'est un message que l'enfant essaie de nous transmettre, puis il le fait pour lui et pas contre nous, finalement. Exactement. Faut voir comme si notre enfant, il y avait genre un petit drapeau rouge qui flottait au-dessus de sa tête, faire comme « Maman, j'ai besoin d'essence! » Tu sais, genre, ou la petite lumière dans l'auto qui allume, exact. là. Ouais, non, 100%. Fait que, puis, tu sais, aussi... quand la maman dit j'ai l'impression qu'il est en opposition constante avec moi puis qu'il écoute jamais, tu sais, sans nécessairement que ça ait un lien avec l'attachement ou pas l'attachement, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations là-dedans qu'on n'a pas, tu sais, comment elles sont faites les demandes, puis est-ce que les demandes sont adaptées à l'âge de l'enfant, est-ce que les demandes sont adaptées à ce que l'enfant est capable de faire, puis est-ce que aussi, tu sais, des fois, les enfants ils ont besoin d'aide, même si c'est des choses qu'ils savent faire, ben besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide pour réaliser la tâche d'aller mettre les souliers parce qu'il sait mettre ses souliers depuis qu'il a 18 mois, mettons. Fait que là, t'es comme, mais non, mais tu sais, le faire mettre tes souliers, vas-y, mais que là, l'enfant va pas se mettre à la tâche. Ben, c'est peut-être encore une fois un autre signal d'essence qui fait comme, non, mais là, j'aimerais ça que tu le fasses avec moi parce que dans le fond, j'ai besoin de toi en ce moment, j'ai besoin qu'on connecte, j'ai besoin qu'on soit ensemble. Mais je sais pas comment. Puis s'il y en a pas beaucoup, des moments de connexion répartis un peu partout dans la journée, dans la semaine, ben ça se peut que les moments de routine, ça devienne les seuls moments où l'enfant connecte avec nous ou les moments au dodo. Fait que c'est là qu'ils vont beaucoup étirer le moment de s'endormir parce que j'ai enfin mon parent juste pour moi qui est détendu, qui est bien. Puis même si ça finit en chicane puis que ça finit mal, ça va avoir été plus ressourçant, plus ravitaillant pour l'enfant que de pas en avoir du tout. Fait qu'à ce moment-là, si on sent que les moments de routine sont plus difficiles puis que c'est les seuls moments qu'on connecte, ben on va essayer d'en ajouter finalement en prévention, d'aller remplir plein de fois dans la journée le petit réservoir. Puis faut pas voir ça comme un fardeau, tu sais, des fois j'ai l'impression que les parents se culpabilisent ou sont comme comment je vais faire pour ajouter du temps one-on-one, mais ça peut passer par des choses super anodines, des fois un regard, un câlin, une petite phrase, la routine peut devenir un moment de connexion, genre faire la vaisselle avec la musique qu'on aime, jouer dans la mousse, peu importe. C'est pas toujours obligé d'être un party à toutes les fois. C'est pas obligé de dire on s'assoit puis on fait un jeu de société. Au contraire, en fait, on veut pas que ça soit nécessairement... C'est cool, là, si t'es capable de prendre un moment one-on-one avec ton enfant pour suivre son lead dans un intérêt, dans une activité que lui aime faire. Si t'es capable de le rentrer dans ton horaire, super, on adore ça. Mais c'est pas tous les parents qui vont être capables de faire ça parce que des fois, ils arrivent puis là, tu sais, le souper puis c'est long. Puis finalement, les seuls moments de connexion sont dans la routine, mais oui, sauter là-dessus. Parce que si il n'y en a pas de moment de connexion, ben nécessairement, à chaque fois que tu vas nommer une consigne ou à chaque fois que tu vas faire des demandes à ton enfant, ben oui, ça se peut qu'il s'oppose. Parce que comme tu l'as nommé tantôt, sa seule façon, lui, de remplir son réservoir, c'est de faire n'importe quoi pour te provoquer, effectivement, pour avoir ton attention, pour avoir tes réactions.
Fait que, ben, ça va être tout le temps ça dans tes routines. Dans toutes ces routines, tout ce qu'il va faire, c'est s'opposer pour essayer de provoquer pour aller chercher, ben pas provoquer, mais pour aller chercher ce petit gain-là pour le remplir lui-même de la façon la plus accessible ou la seule façon qu'il connaisse. Quand on rencontre beaucoup de pépins comme ça, beaucoup de problématiques dans notre routine, il faut regarder aussi, est-ce qu'on l'a assez rempli? Oui. Le petit réservoir d'essence. Oui. Tu sais, c'est ça, il y a plein de façons de le remplir, mais c'est là que le parent devient le maître de sa relation avec son enfant. Fait que ou devient un peu le détective de qu'est-ce qui a l'air de remplir le réservoir de mon enfant, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui va durer longtemps ou qui va coûter cher, une activité qui coûte cher, qui va être ravitaillant pour l'enfant. Tu sais, des fois, c'est vraiment anodin, là, ça peut être des petites choses, puis on le voit, là, en tout cas, moi, je vois, me semble, l'enfant qui est comme « Ah! » Dans son visage, ça paraît que ça a été ravitaillant, ou dans son comportement, il va peut-être moins demander, justement, qu'on remplisse son réservoir plus tard. Fait que c'est d'aller vraiment chercher ces petits moments-là, ces petites choses-là. Qu'est-ce qui ravitaille, vous, votre enfant? Puis là, des fois, j'embarque dans les langages de l'amour, mais tu sais, c'est pas nécessairement la même chose, mais chaque enfant est différent, chaque humain est différent. Il y en a qui vont préférer se faire dire des mots, il y en a qui vont préférer le contact physique, il y en a qui vont préférer... ben là, je dirais pas d'embarquer dans les cadeaux, là. Ouais, non, ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on sépare les langages de l'amour puis l'attachement avec l'enfant, mais on peut quand même faire des petits liens sur certaines choses, là, puis aller vraiment déceler qu'est-ce qui fait du sens pour votre enfant à vous. Ouais. Puis une autre chose que tu as dit que je trouvais intéressante, c'est pas parce qu'un enfant peut faire quelque chose qu'il doit faire quelque chose. Fait que tu sais, il faut se rappeler qu'on entend beaucoup, là, de plus en plus, l'indépendance passe par la dépendance. Fait que n'hésitez pas à aller au-devant, des fois, des besoins. Tu sais, moi, c'est pas parce que je suis capable de me faire à souper que j'ai le goût de le faire à toutes les soirs. Des fois, c'est le fun d'arriver, puis c'est fait. Ah, mon chum, t'es attendu! Fait que c'est pas parce que je peux le faire que je dois toujours le faire. Ça fait donc bien plaisir quand c'est fait pour nous. Fait que c'est un peu le même principe pour l'enfant, finalement. Ouais. Pourquoi pas aller au-devant, des fois, de certaines choses. Puis justement, quand on sent que hey, j'ai même pas besoin de courir après mon parent, j'ai même pas eu besoin de demander pour, je sais pas, là, mettre mes bottes aujourd'hui, ben j'ai plus le goût de le faire tout seul, on dirait le lendemain, parce que je suis pas en craving, tu sais, d'avoir besoin de cette attention-là de mon parent. Non, parce que c'est ça rentre quand même dans les besoins les enfants aiment ça être responsables, aiment ça être autonomes, mais si alors vous savez que votre enfant il est autonome puis qu'il est responsable, mais que vous voyez que, ça fait 2-3 jours que tout à coup, là, il est un peu plus, il a un comportement de bébé, comme s'il régressait, bien régresser, ça devrait être un autre signal d'essence qui fait comme, OK, parce que ton enfant, il est capable, il n'y a pas désappris à mettre ses souliers, il n'y a pas désappris à laver ses mains, il n'y a pas, tu sais... Fait qu'il y a quelque chose d'autre, puis c'est de comprendre comment je vais pouvoir le remplir. Mais aller au-devant, c'est sûr qu'on vient aussi prévenir, tu sais, oui, ces comportements-là, mais on vient aussi prévenir tout ce qui est des débordements aussi émotionnels, toutes les petites choses qui est un trigger puis qui nous dérangent aussi en tant que parents, finalement. Tu sais, tantôt, tu as dit, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le quotidien, à travers la routine. Si jamais vous cherchez des idées, je vais juste vous le mentionner, parce que il y a 2-3 semaines, peu importe le nombre de temps que ça se peut que vous écoutez ça, puis ça fait 6 mois déjà qu'on a fait le podcast, mais j'ai fait une publication où est-ce que dans le texte, là, j'ai mis là, genre une vingtaine, si pas plus, d'idées, de petites choses vraiment rapides à faire, gratuites, mais tu sais, des affaires qui prennent 1, 2, 3, 5 minutes max, dans la routine, comme tu l'as nommé tantôt, mettre de la musique, faire la vaisselle, mais j'ai nommé plein de petites idées comme ça, de choses qu'on peut faire pour connecter avec nos enfants, si jamais vous cherchez à vous inspirer. Puis les parents, vous pouvez aussi aller commenter si jamais vous avez des idées à ajouter, c'est le fun, des fois on peut s'inspirer puis s'entraider comme ça. Mais là, on va terminer avec ça, parce que la maman demande, est-ce trop tard pour renforcer le lien d'attachement avec mon enfant? Donc, non, il n'est jamais trop tard pour renforcer un lien d'attachement. Là, c'est sûr il y a des sources qui nomment que l'attachement sécurisant se cristallise là, à l'intérieur de 6 ans, mais en tout cas, moi, je lis des choses qui semblent tendre... Mon Dieu, on dirait que je veux pas m'avancer. Qui disent que l'attachement, finalement, ça évolue au courant de la vie, puis ça évolue aussi avec les personnes qu'on côtoie. On peut avoir un attachement, finalement, qui est pas sécurisant avec une personne, puis rencontrer quelqu'un, puis en développer un qui serait plus sécurisant. Fait qu'il y a quand même espoir, là, que si jamais on n'a pas développé ça dans les premières années de la vie, mais qu'on met des nouvelles choses en place, ben que
on tente vers un attachement qui est de plus en plus sécurisant, puis ben gardons espoir, dans le fond. Oui, c'est ça qui est le fun, là. C'est ça, c'est que c'est toujours mieux. En fait, déjà qu'on doute, puis qu'on se remette en question, c'est déjà pas pire. Ouais. C'est déjà excellent, en fait, je devrais dire. Ça veut dire qu'on est conscient que, oh, OK, il y a peut-être quelque chose que je pourrais améliorer. Après ça, si on est justement dans une optique de, ben, je veux m'outiller pour m'améliorer, je veux dire, ça sera pas parfait, mais que demander de plus, ça peut pas être pire. Fait que c'est sûr qu'en essayant de trouver toutes sortes de tactiques pour s'améliorer puis pour renforcer le lien, on peut pas nuire, là. Non, c'est ça. Ça sera peut-être pas optimal, le lien d'attachement le plus secure ever, puis... Mais après, tout ce qu'on peut faire de plus en ce moment pour améliorer le lien d'attachement puis la connexion avec nos enfants puis de les rendre vraiment plus sécuritaires, ben, l'enfant va le prendre. Là. Oui. Puis rappelez-vous, dans le fond, que le cerveau, c'est un statisticien. Donc là, si dans ses statistiques, c'était que c'était difficile d'avoir de l'attention, difficile d'avoir de la connexion avec le parent, ben, va falloir quand même en faire souvent, puis beaucoup pour aller renverser un peu les statistiques, mais commençons tout de suite à semer des graines, puis à un moment donné, ben, ça va avoir des impacts, mais il faut le voir un petit peu plus à long terme, peut-être. Ouais, c'est pas parce que vous essayez une semaine puis que ça marche pas tout de suite que c'est pas correct, là. Donnez-vous du temps. Ouais. Patience, persévérance, surtout constance. Bienveillance. Amour. Ah, c'est donc bien beau ce qu'on dit! On va finir ça là-dessus, parce que, hey, comment mieux finir que ça? Sur l'amour. C'était beau, c'était tout. Ah, mais on se revoit une autre fois pour un autre podcast. Je sais pas comment finir ça. C'était parfait. Ça va être ça. C'était limite que terme, mais oui. cute en même temps.